Arnaud Groff, vous venez d'intervenir à Industria sur le thème de l'innovation et vous avez tout d'abord insisté sur le fait que l'innovation n'était pas forcément technologique. Tout à fait. Ce qui me préoccupe depuis une dizaine d'années, c'est de prendre conscience qu'il faut continuer l'innovation technologique pour développer des connaissances, mais qu'on a oublié tout un pan qui concerne l'innovation par les usages. De quoi ont besoin les gens et comment on peut adapter ces technologies à ces usages. Donc j'ai essayé ce soir de redonner les clés à tous les entrepreneurs pour qu'ils comprennent que l'innovation est partout. Elle peut être sur leur process, elle peut être dans le management, dans l'organisation, dans la manière dont on se vend et bien sûr dans le produit, dans sa phase d'usage. Et c'est souvent de la contrainte que naît l'innovation. Tout à fait. J'ai eu la chance de pouvoir faire pendant 4 ans une thèse de doctorat sur ces sujets-là, donc essayer de comprendre d'où ça venait. Et on s'est rendu compte, on a réussi à démontrer que plus vous êtes contraint, plus vous êtes innovant. Ce qui bloque un peu les gens, ce n'est pas la contrainte en elle-même, c'est le refus d'accepter cette contrainte. Et souvent on observe que les personnes confondent le problème posé avec le problème que cela leur pose. Ils ont des problèmes en face d'eux, ils les réinterprètent et ils se trompent de problématiques en se focalisant sur des faux objectifs. Donc aujourd'hui, le premier levier qu'on pourrait actionner pour aider une entreprise à accepter les contraintes, c'est déjà de parfaitement l'identifier et d'être sûr qu'on traite la bonne problématique. Alors une innovation réussie, c'est quelque chose de nouveau, qui crée de la valeur, mais surtout qui soit adopté par la société. Exactement. Dans la culture d'ingénieur dans laquelle je viens, on a souvent été focalisé sur comment vous amener quelque chose de nouveau qui crée de la valeur, certes. Mais l'innovation comporte 3 paramètres. La nouveauté par rapport au domaine, la création de valeur qui correspond à la fécondité et surtout la socialisation, l'acceptation. Et trop souvent, on pense que l'acceptation viendra de fait par les utilisateurs. C'est une erreur monumentale dans la mesure où quand vous amenez quelque chose de nouveau, il y a ce qu'on appelle du changement et il peut y avoir un refus du changement qui presque est naturel, plus ou moins fort selon les personnes. Donc en gros, le conseil qu'on pourrait donner, c'est qu'il faut penser le changement en même temps qu'on conçoit le produit. Il y a une célèbre citation qui dit « il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Je crois qu'elle s'applique tout à fait à l'innovation. Souvent aussi, l'innovation échoue parce que l'on recherche la performance maximale alors que quelquefois, juste ce qui est suffisant suffirait. Exactement. Et là, vous avez compris que ce qui est formidable dans notre éducation, notamment en études supérieures, c'est l'idée de chercher la performance maximale, d'aller au-delà de ses limites et d'être le meilleur, on va dire, dans les connaissances technologiques. C'est un peu différent dans l'innovation, puisque la valeur, c'est qu'est-ce que vous apportez sur ce que ça coûte, donc c'est un ratio. Donc à un moment donné, quand vous améliorez vraiment trop vos services, vos produits, vos coûts commencent à vraiment exploser. Et là, vous allez aussi dégrader la valeur. Ce qui explique qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de maîtriser votre performance et que vous allez trop loin dans les performances, vous allez donc dégrader la valeur de votre produit ou de votre système et ainsi perdre en innovation. Donc toute la difficulté, c'est de faire ce qu'on appelle du lean, du juste nécessaire. Pour réussir aussi son innovation, il faut savoir s'organiser et adopter une véritable stratégie. Exactement. L'innovation ne peut pas se décréter du jour au lendemain de manière aléatoire. On l'a démontré tout au début de mon intervention. Déjà être d'accord sur ce que c'est que l'innovation dans l'entreprise. Et ça se fait déjà, par la définition claire et nette de la vision de l'entreprise, c'est GEN. Je suis qui ? BIC se définit comme fournisseur de solutions plastiques pas chères. J'ai travaillé pour un fabricant de jouets qui n'est pas fabricant de jouets. Je suis fournisseur de rêves pour les parents. Vous voyez, c'est différent. Une fois que j'ai défini ma vision, je décline ça en stratégie. Et ces stratégies, je la partage avec mes collaborateurs. Donc si on n'est pas capable déjà, premièrement, de dire qui on est et où on va, on aura du mal à innover. Et deuxièmement, une fois qu'on a dit où on voulait aller, le début de la randonnée, il faut donner quand même un plan et un itinéraire. Il faut se structurer étape par étape pour savoir quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on se ravitaille et quand est-ce qu'on se donne un rendez-vous au point d'arrivée. Sinon, on n'arrivera pas à mobiliser toutes les équipes collectivement pour soutenir l'innovation. La France est plutôt un pays d'innovation, mais elle néglige parfois le lobbying, notamment à Bruxelles. Oui, alors ça c'était la conclusion qui a jeté un petit peu un froid, mais j'ai envie de vous dire que le lobbying et l'influence ont toujours existé. Et aujourd'hui, innover, comme vous l'avez très bien dit, nécessite que la solution soit acceptée, socialisée. Et pour qu'elle soit acceptée, socialisée, il faut qu'elle respecte les normes. Or aujourd'hui, les normes sont définies à Bruxelles par lobbying et influence, qui ne sont pas des choses sales, entre guillemets. Ce sont des choses qui ont toujours existé dans n'importe quelle civilisation. Et aujourd'hui, en France, on a du mal à accepter ce principe-là, donc on ne le structure pas. Du coup, on n'est pas présent sur l'échiquier européen pour définir les règles du jeu. Donc ce qui arrive, c'est que des fois, des entreprises développent des choses qui sont vraiment pertinentes en termes de créativité et de valeur, mais nos concurrents étrangers, qui font partie quand même de l'Europe, arrivent à faire voter des lois qui font que la norme ne leur permet pas de le sortir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut en avoir conscience, il faut le mettre sur la table, il faut le structurer pour que ce soit justement éthique. Enfin, pour terminer, quelques mots sur la fabrique à innovation que vous avez implantée à Marseille. Alors la fabrique à innovation, c'est la mise en œuvre de mes propres travaux de recherche avec mes propres financements pour montrer que je crois doublement au résultat de mes travaux. Et elle part d'un principe assez simple. Je me suis rendu compte qu'en France, il y avait beaucoup de gens qui avaient des très bonnes idées ou des bons besoins et des entreprises qui avaient beaucoup de moyens techno. Or, l'entreprise qui a des moyens n'a pas toujours le temps de trouver des nouveaux produits et ainsi de suite. Et le porteur d'idées n'a pas forcément les moyens de développer des moyens de production. Mon idée, la fabrique, c'était de les faire rencontrer. Comment faire développer les produits de demain par le marché, par les consommateurs, et les faire industrialiser et produire par des PME françaises. Donc l'innovation produit
portée par les consommateurs et l'innovation industrielle de management de processus portée par des PME françaises avec surtout un partage équitable des gains financiers. L'inventeur touche 25% de royalty, celui qui nous aide à trouver le nom et le design touche 5% de royalty et ainsi de suite. Et donc on a la force de pouvoir mobiliser les talents de différentes natures, d'une quantité assez astronomique de personnes, mais aussi de partager les gains financiers. Et le succès, puisqu'on est en train de rentrer un vrai succès, vient de là. On fait quelque chose de sincère, mais on partage la réussite entre nous. Donc on partage les échecs et on partage la réussite, ça crée une vraie spirale vertueuse.